Ça vous parle? Et quand je vous dis hypnose, vous pensez à quoi? Ok. Mesmer, on va en parler. Voilà, donc spectacle, Mesmer. Alors, moi, je vais vous parler, avant de vous parler de ça, je veux à vous de faire un petit point sur l'histoire de l'hypnose. Donc, j'ai quelques slides sur l'histoire de l'hypnose. Ce que je voudrais vous expliquer, c'est que l'hypnose, c'est quelque chose que vous vivez tous les jours et c'est un état naturel. Un état naturel, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez avoir des phases dans la journée. On dit toutes les 90 minutes à peu près que vous allez passer dans une transe. Et cette transe, en fait, vous allez être focalisé à faire autre chose. Généralement, c'est lorsque vous conduisez, vous êtes un peu dans vos pensées. Et c'est ce qui se passe à ce moment-là dans les pensées. Et ben, vous êtes focalisé à travers les pensées, vous ne pensez plus à tout ce qu'il y a autour. Donc là, en fait, c'est ce qu'on appelle rentrer dans une transe. Il y a aussi une autre possibilité, c'est lorsque vous lisez un livre, et il y a un moment, vous ne vous rappelez plus de ce que vous avez lu. Parce que vous êtes parti ailleurs. Et l'état de transe, en fait, c'est de partir, de partir ailleurs et de ne plus être présent à lire et à analyser ce que vous êtes en train de faire. Et ce qui est intéressant de voir, c'est qu'à travers cet état-là, je vais vous en parler, ce qui est très difficile pour moi, c'est de vous expliquer quelque chose qui est naturel. C'est-à-dire que quand vous rentrez aujourd'hui, vous rentrez chez vous, vous appuyez sur le bouton de l'interrupteur pour allumer la lumière, vous ne vous posez pas cette question de savoir comment l'électricité monte. Vous ne savez pas qu'il y a une loi qui dit, la loi d'Ohm, qui dit U égale RI, qu'il y a une intensité, qu'il y a une résistance, qu'il y a plein de choses. Vous ne vous posez pas de questions. Pour l'hypnose, l'exercice là, c'est de vous expliquer, pour la partie qu'on appelle la partie du cerveau gauche, j'en reparlerai plus tard, analytique, de vous faire comprendre comment fonctionne cette hypnose et ce qu'il est. Et la partie, je vais en parler tout de suite, directement, je vais aller directement sur la partie histoire. Hypnose, ça vient d'hypnos. C'est le dieu grec, le dieu du sommeil. Et en fait, vous avez remarqué, souvent en état d'hypnose, les gens ont les yeux fermés, sont dans des positions, on a l'impression qu'ils dorment. Et en fait, ils sont tout sauf endormis. Et j'entends, et je vous montrerai par la suite, qu'il y a un état de sommeil, et l'état d'hypnose, on n'est pas du tout dans l'état de sommeil. On est plutôt dans un état d'hyperconscience. Donc, le père de Morphée, également aussi, c'est le dieu des rêves. Et en fait, ça va vous permettre de passer dans le monde des rêves et de pouvoir discuter avec la partie droite du cerveau, donc qui, elle, est beaucoup plus, qui parle beaucoup plus avec des images et avec des métaphores. Et là, la phrase qui est intéressante, c'est de voir que hypnose est également considéré comme le gardien de la nuit qui reste éveillé quand le monde est endormi. Et c'est exactement ça, en fait. L'idée, c'est vraiment qu'on va endormir une partie du cerveau qui est consciente pour pouvoir discuter avec la partie inconsciente du cerveau. Je vous fais un rapide topo sur l'histoire de l'hypnose. L'histoire de l'hypnose, ce qu'il faut savoir, c'est que, comme je vous disais, en fait, c'est quelque chose qui existe depuis très longtemps. C'est quelque chose qui est naturel, donc ça existe depuis très longtemps. 4000 ans avant Jésus-Christ, les Égyptiens l'utilisaient déjà, en fait. On n'appelait pas ça encore de l'hypnose. Et il y a un fameux Mesmer qui va arriver ici, mais ce n'est pas le même. En fait, lui, il a vraiment utilisé... Lui, il était plutôt dans ce qu'on appelait le magnétisme animal. Donc, il considérait qu'il avait une théorie qui était que dans l'univers, il y avait un magnétisme entre les gens, entre tout le monde, et qu'on pouvait appliquer certains... il y avait une certaine relation, un certain magnétisme entre les gens qui pouvait résoudre certaines problématiques et certaines maladies. Donc, il l'a utilisé... on appelait ça le mesmérisme avant d'appeler ça de l'hypnose. Et l'idée, c'était vraiment... Alors lui, il mettait carrément des magnettes. Il mettait des magnettes, il se mettait sur les gens, et il faisait des sortes d'incantations qui permettaient de rétablir la problématique de la personne. Ensuite, ça c'était un peu à l'époque de Louis XVI. Louis XVI lui a mis une enquête dessus, et du coup, il est parti, on n'en a plus entendu parler. L'hypnose donc a été un peu oubliée, et Charcot, donc je pense qu'un neurologue français très connu, la Salpêtrière, a utilisé l'hypnose. Il a utilisé l'hypnose notamment sur les cas d'hystérie, et il utilisait directement l'hypnose. Et ensuite, il avait un de ses disciples qui était Freud, qui a aussi utilisé l'hypnose.
et l'a associé à la psychanalyse et est parti dans tout ce qui est versant du monde conscient et inconscient. Donc c'est parti. Et là, vous avez une personne, la dernière personne ici, qui est Erickson, Milton Erickson. Milton Erickson, c'est un Américain. Alors je vous raconte très rapidement son histoire. Elle est très intéressante. Lui, ce qui s'est passé, c'est que quand il est né, il était dyslexique, il était daltonien et il avait une polymyélite. Donc du coup, il était handicapé total. Ce qui s'est passé, c'est qu'à l'âge de 17 ans, je crois que, si je me souviens bien, l'histoire, c'est qu'à 17 ans, le médecin a dit à sa mère qu'il ne marcherait plus jamais, qu'il ne pourrait plus rien faire. Il est tombé dans le coma pendant 3 jours, donc ensuite il était mis sur une chaise pendant beaucoup de temps. Et ce qui se passait, c'est qu'il regardait ce qui se passait à l'extérieur. Donc il regardait sa sœur jouer notamment. Et ce qu'il a fait, ce qui est très intéressant, c'est à chaque fois qu'il regardait sa sœur jouer au ballon ou jouer, il faisait la même chose mentalement. Et il était sur un rocking chair, donc assis, en train de regarder. Et ce qui se passe, c'est qu'à force de se répéter ce mouvement, à force d'amplifier ce mouvement, alors qu'il est paralysé total, eh ben, il a remarqué que la chaise commençait à bouger. Donc à partir de là, il a travaillé pendant longtemps tout seul là-dessus. Et au bout de quelques années, il a pu retrouver sa motricité. Ensuite, il a passé des examens, il est devenu psychiatre, et ça a continué. Et Milton Erickson a lancé l'hypnose dans le monde de la thérapie. Donc ça, c'est très intéressant. Hypnose, c'est un état modifié de conscience. État modifié de conscience, comme je vous disais, c'est un état qui est naturel, donc vous allez être de temps en temps dans cet état-là. Là, moi, d'ici, j'arrive à voir qu'il y a des gens qui m'écoutent et d'autres qui ne m'écoutent pas, qui sont déjà dans leur pensée. Et l'idée, c'est bien ça, en fait. C'est qu'il y a une partie de vous qui va écouter ce que je suis en train de dire et l'autre partie qui va faire ce qu'elle a envie de faire. Et de temps en temps, l'autre partie, vous allez être amené à écouter plus l'autre partie que de m'écouter moi. Et pendant ce temps-là, il y a une partie, donc comme je disais, je vais passer directement sur la transe spontanée. Vous allez passer dans cet état de transe. Il y a différents types de transe. Il y a ce qu'on appelle la transe spontanée. La transe spontanée, ça peut être, c'est typiquement quelque chose dans lequel vous allez être enfermé. Un fou rire, typiquement, vous allez avoir une émotion, ça arrive, les transes arrivent. Et le fou rire, ça va être très difficile en fait de sortir du fou rire. Parce que plus vous allez y penser, plus vous allez l'amplifier, et ça va être de plus en plus dur. Et plus je vais continuer à vous parler, plus vous allez continuer à rigoler. Parce que là, je vous mets des suggestions au passage. Donc c'est difficile pour vous. Donc là, typiquement, c'est une transe qui est spontanée. Et il peut y avoir aussi de l'autre côté des transes qui sont négatives. Qu'on appelle négatives dans le sens où elles sont plutôt, c'est là où vous allez ruminer, broyer du noir, et du coup ça va continuer, et vous pouvez être dans un état dépressif, et vous allez être renfermé sur vous-même, et personne, pas beaucoup de monde pourra vous approcher pendant ce moment-là. Vous êtes enfermé dans cette transe. Et il y a aussi la transe qu'on appelle la transe provoquée, qui est provoquée par le thérapeute. Donc là on a des outils en termes au niveau de thérapie, pour vous induire dans ce qu'on appelle une transe, et ensuite passer à la phase qui est intéressante aussi. C'est ces deux phases, c'est la transe provoquée, j'ai le bouton, la transe provoquée et la suggestion. Et la suggestion, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une suggestion, quand vous êtes dans cet état de transe, la suggestion passe plus facilement. Pourquoi ? Parce que votre partie consciente, elle va être endormie. Et du coup, on va pouvoir discuter directement avec l'inconscient. Et notamment, pour faire un point sur la suggestion, un célèbre pharmacien qui était aussi psychologue, qui est Émile Coué. Vous avez sûrement peut-être entendu parler de la méthode Coué. Ce qu'il faisait souvent lorsqu'il donnait un médicament, et ce que font certains médecins, c'est que vous venez parce que vous avez une problématique, il vous donne le médicament et il vous dit « prenez ça, ça ira mieux ». Ce qu'il faut regarder, ce qui est intéressant, c'est que ça vient en complémentarité. Et des fois, il y a aussi, qu'est-ce qui est le plus important, le médicament ou ce qu'il a dit ? Parce que ce qu'il a dit va rentrer dans votre pensée. Et du coup, vous allez commencer à générer autre chose, un autre comportement à l'intérieur. Et par rapport à la suggestion, donc, Émile Coué, la phrase, c'était je vais bien, tout va bien, et je me sens bien à chaque jour, tous les jours, j'irai mieux, de mieux en mieux. Et à force de répéter cette phrase, dans d'autres traditions, on appelle ça un mantra,
on va pouvoir avoir une influence sur son corps. Il ne faut pas oublier que que l'esprit et le corps sont très liés en fait, et ne font qu'un. Donc si on parle à l'un, l'autre répond, et si on parle à partir du corps, notamment à travers une respiration, on va pouvoir calmer, ou une méditation, ou de la sophrologie, ou de l'hypnose, on va pouvoir aussi calmer des douleurs qui sont mentales. Donc voilà, sur la partie suggestion. Comme je vous disais, au niveau des ondes cérébrales et état de conscience. Alors ce qui est intéressant ici, c'est de vous montrer que généralement on est là, on est dans les ondes bêta. Donc ça, c'est fait à partir d'un électroencéphalogramme. Voilà, merci. Et donc on va pouvoir regarder au niveau du cerveau ce qui se passe au niveau des ondes et pouvoir, avec des capteurs, pouvoir les récupérer. Les ondes bêta, donc là, on est dans un éveil, dans une activité courante. Ce qui se passe, il y a d'autres types d'ondes. Je vais parler tout de suite de l'onde gamma, qui est ici. Là, vous êtes dans une activité qui est vraiment intense et synchronisée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes en train de mouliner, vous êtes vraiment en train de bûcher. Et là, vous êtes dans ce type d'onde. Les ondes alpha, c'est là où la transe et l'hypnose vont être intéressantes, c'est qu'on va travailler sur les ondes qui sont alpha et theta. Les ondes alpha, c'est ce qu'on appelle la transe légère. Donc là, vous êtes plutôt dans un domaine de relaxation légère, vous êtes calme et en méditation pleine conscience. Les ondes theta, là, on descend encore d'un niveau et vous êtes dans des ondes qui sont, en termes de fréquence, où vous allez avoir une relaxation qui est beaucoup plus profonde. Et vous allez tomber juste à ce passage, ça vous arrive des fois quand vous êtes en train de regarder la télé et vous commencez à vous endormir et vous commencez à passer par ces états-là. Au début, vous êtes dans un état éveillé et puis ça commence à descendre jusqu'à arriver au niveau le plus bas, c'est le sommeil profond, donc on est au niveau des ondes delta. Ensuite, il y a encore des autres ondes que je n'ai pas indiquées, je vous montre là mais qui ne sont pas là, mais si vous les voyez bien, elles sont là. C'est le coma et en dessous, c'est la mort. Alors, ce qui se passe, c'est que là, au niveau de la transe, on va se travailler ici. Donc, on n'est pas endormi comme on peut croire au niveau de l'hypnose. On est plutôt dans cet état de méditation et d'hypnose et de sommeil léger. On est dans un état qui est un peu somnambulique. Voilà. Et ce qui est intéressant de souligner, c'est que ces phases-là, vous le faites tous les jours, du moins toutes les nuits avant de vous endormir. Vous passez dans ces états-là. Alors, il y a quelque chose où il faut faire attention, c'est que quand vous allez passer de ces ondes, par ces fréquences-là, sachez que les suggestions qui sont là, avant de dormir, si vous êtes en train de ruminer, pendant votre sommeil, vous allez mouliner en fait. Parce que une partie de votre inconscient va être là et remettre les cases là où il faut bien, et vous allez avoir une influence sur pendant ce que vous allez dormir, vous allez faire un ancrage en fait. Ce qu'on appelle un ancrage, c'est que vous allez appuyer ça. Il faut savoir que pour les pensées, par jour, vous avez plus de 60 000 pensées. Et 98% des pensées tiennent de la veille. Donc faites attention en fait à quoi vous pensez. Ça, c'est assez difficile. Donc l'idée, c'est pourquoi on vous dit, avant de dormir, prenez du temps, calmez-vous, prenez un temps de pause et pensez à quelque chose de bien en fait, de positif. Et ça, c'est quelque chose qu'on utilise depuis très longtemps dans beaucoup de religions, où on va vous dire, avant de dormir, fais ta prière. L'idée, c'est aussi d'être dans un état de relaxation et d'être aussi dans quelque chose qui soit positif avant de dormir. Si vous avez des questions, ou on fait les questions peut-être tout à la fin? Après. Ok. Vous me dites si c'est pas clair. Alors je continue dans le domaine de l'hypnose et la douleur. Là, vous allez avoir ici, en conscience normale, ce qui a été fait, ce qui a été testé en fait, c'est une stimulation douloureuse sur une personne, et on regarde au niveau du cerveau toutes les zones qui sont touchées. Donc si vous voulez plus de renseignements sur les zones qui sont touchées, je vous invite à voir le professeur Soisson. L'idée en fait, ce qu'il y a, c'est que ça active beaucoup de zones dans le cerveau. Ça, vous êtes dans l'état conscient, donc dès qu'on vous fait un stimulé, donc on vous appuie quelque part où ça vous fait mal, vous allez avoir votre cerveau qui va travailler. Et ça, c'est la douleur. En état d'hypnose, ici, vous allez voir que les zones, il y a beaucoup moins de zones qui sont stimulées en fait. En état hypnotique, en fait, l'activation de ces régions, elle est beaucoup plus atténuée. Ça, c'est ce qui a été vérifié par
du moins justement au niveau électroencéphalogramme. Ouais. La douleur chronique. La douleur chronique, donc l'hypnose, ça c'est une définition qui a été donnée par Milton Erickson. Donc, je vous rappelle Milton Erickson, qui était tout en bas du slide tout à l'heure. Ce qu'il dit, en fait, c'est que c'est une construction mentale dont un tiers, il faut le voir comme ça, un tiers résulte de la douleur passée, un tiers de la douleur présente et un tiers de l'anticipation de la douleur future. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que en termes de douleur, il considère que la douleur, il y a une partie qui est inconsciente et une partie qui est consciente. Et l'idée de la thérapie avec l'hypnose, c'est de travailler sur le domaine de l'inconscient. L'inconscient, c'est cette partie-là. C'est la partie qui est en dessous. Et comme vous pouvez le voir, c'est la grosse partie, en fait. Donc l'inconscient, c'est quoi? Que fait l'inconscient? L'inconscient, c'est lui qui va gérer... Je ne peux pas vous énumérer tout ce qu'il fait, parce qu'il fait vraiment beaucoup de choses. Il fait notamment tout ce qui est respiration, tout ce qui est rythme cardiaque, il va s'occuper de vous faire pousser les cheveux, les ongles, le cligner les yeux. Donc tout ça, c'est votre inconscient qui gère. Vous n'avez pas besoin d'y penser, en fait, c'est géré directement par l'inconscient. Et la partie consciente, qui est juste en haut, elle représente beaucoup moins. Mais cette partie consciente, elle est là aussi pour avoir la connexion avec le monde extérieur, donc à travers vos 5 sens, notamment. Et vous allez pouvoir voir, sentir, odorat, les 5 sens, vous allez pouvoir vous connecter au monde extérieur. Et à travers les informations qui sont collectées par le monde extérieur, ça va passer au niveau de l'inconscient, il va y avoir une image, et à partir de cette image, il va y avoir des perceptions. La douleur est différente pour chacun, en fait. Chacun a sa propre définition de la douleur. Alors, cette partie-là, je vais vous parler de Bob et Alice. Bob, en fait, c'est la partie qui représente un peu le cerveau gauche. Donc, c'est quelqu'un qui est très analytique, qui est concret, qui a besoin de parler, qui est dans les mots, qui est dans l'analyse. Il analyse beaucoup, il raisonne beaucoup, il est très cartésien, très posé. Il a besoin aussi beaucoup de temps, il est très rationnel. Et en fait, et c'est là aussi où siège le jeu, le moi, qui est l'ego. Pourquoi moi ça m'arrive? C'est à Bob en fait qu'on est en train de discuter. Et Alice, de l'autre côté, qui représente elle plutôt la partie droite, qui est plutôt tout ce qui est inconscient, elle va avoir une vision qui est beaucoup plus abstraite. Elle va discuter avec vous à travers des rêves, à travers des symboles, avec l'imagination. C'est là aussi où est stockée la mémoire. Donc quand vous faites appel à votre mémoire, c'est cette partie-là qui va être plus ou moins activée. Et aussi au niveau des émotions. Donc la gestion des émotions, elle se passe de ce côté-là. Donc chez Alice, en fait, tout est possible, tout existe. Chez Bob, il est très cartésien. Pour lui, c'est 1 plus 1 égale 2, et ça ne va pas plus loin que ça. Il cherche à comprendre, il cherche le pourquoi. Et en fait, ce qu'il faut voir, c'est que la partie que je vous ai montrée tout à l'heure du cerveau, la partie Alice, en fait, elle fait énormément de boulot. Sa gestion aujourd'hui, Alice, c'est plus de 400 milliards de bits par seconde, alors que Bob, lui, de l'autre côté, qui est un peu le... Lui, il est beaucoup moins, lui. Lui, il n'est même pas à 200 kilos. Donc, il y a un écart qui est monstre entre les deux. Ce qu'il faut voir, c'est que Bob, lui, c'est ce qu'on appelle aussi le facteur critique. Là, je vais rentrer dans l'hypnose. Et quand on parle d'hypnose, Bob, il n'est pas trop d'accord. C'est-à-dire que là, si je vous pose la question, est-ce qu'il y a des personnes qui sont partantes pour faire de l'hypnose? Il y en a qui vont dire oui, et d'autres vont dire non. Parce que pour eux, ça ne va pas être forcément... Il va y avoir plusieurs critères qui vont rentrer, et on ne va pas être d'accord. Donc, en thérapie, lorsque le patient vient consulter, ce qui se passe, c'est que Bob, on va le mettre en veille à travers l'hypnose, et grâce à ces outils-là. Et on va pouvoir discuter directement avec Alice, qui, elle, va gérer aussi tous les schémas mentaux et tous les automatismes et toute la gestion des émotions. Donc ça, c'est le point intéressant. Donc retenez bien Bob, qu'il faut discuter avec lui dans un premier temps, donc on va l'écouter, il est très cartésien, mais le gros du travail, il se passe avec Alice. Alors là, je vais vous parler de l'hypnose et de la médecine. Alors en hypnose, il y a plusieurs types de... Je vais mettre là.
Il y a plusieurs types d'hypnose qu'on peut faire, notamment par rapport à la douleur. Il y a l'hypno-analgésie. Donc là, on va tenter de soulager en fait la douleur et de la modifier. Un petit rappel très simple, quand pour une douleur qui est extérieure, si je me trompe, on vous touche quelque part, on vous met une pression, donc il y a des capteurs, le corps, il y a plein de capteurs, ça monte directement et ça passe par la moelle épinière et ça monte au niveau du cerveau. Et c'est au niveau du cerveau que va être interprétée cette information et ce message. Là, l'information qui est importante, c'est que c'est un message en fait. La douleur, c'est aussi un message qui vous dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et l'idée, en fait, c'est de moduler la douleur. Et comment on fait pour moduler la douleur en hypnose? C'est justement de jouer sur cette sensation et de pouvoir jouer avec, dans le monde d'Alice, et de jouer avec elle et de jouer sur le seuil de cette alarme, à partir de quand ça fait mal, et on peut régler ce seuil-là. L'hypnosédation, là, on est dans l'anesthésie totale ou partielle. L'anesthésie totale, donc elle se pratique en hypnose, toujours aujourd'hui avec un... Et voilà, j'ai perdu le nom, mais ça va venir. Merci, avec l'anesthésiste, ou partielle en complément avec l'anesthésiste. Et sur cette partie-là, elle se fait de plus en plus aujourd'hui dans les hôpitaux, par rapport à ce que peut engendrer l'anesthésie, donc les problèmes qu'il peut y avoir derrière l'anesthésie. Donc on essaie d'accompagner de plus en plus à ce niveau-là. L'hypnothérapie, ça c'est dans le cadre psychothérapique. Donc là on va parler plus de la psyché et on va essayer de régler des problèmes, on va essayer d'avoir des angles de perception qui sont différents pour parler d'une problématique. Et l'auto-hypnose, c'est la manière de vous-même de pratiquer l'hypnose sur vous. Le cycle de la douleur. Là, comme je vous ai dit, en fait, au niveau de la douleur, ce qui se passe, vous allez avoir une douleur. Ça va automatiquement générer une tension musculaire. Et s'il y a une tension musculaire, vous allez vous focaliser dessus. Vous allez focaliser votre attention dessus. Et en fait, quand vous focalisez votre attention dessus, c'est Bob qui regarde. Et lui, quand Bob y regarde, il va vite se dire, il y a un problème, qu'est-ce que je fais? Et il peut être aussi débordé. Et là, il va y avoir de l'anxiété qui va être générée. Et l'anxiété, derrière, vous pouvez être démoralisé de plus. Ça va vous générer encore du stress et ça fait une boucle. Avec l'hypnose, l'intérêt, ici, c'est toujours en complément de la médecine traditionnelle, c'est de jouer sur la focalisation ici. C'est au lieu de focaliser sur un point qui vous fait mal, l'idée, c'est de vous focaliser ailleurs. C'est-à-dire que quand je suis en train de vous parler, typiquement, à titre d'exemple, si je vous focalise sur un point et je vous dis de regarder ce point rouge, pendant ce temps-là, vous voyez comment il bouge d'ailleurs? Je ne sais pas si ça se voit ou pas. Bah là, Bob, il est en train de regarder. Et pendant ce temps-là, moi, je peux continuer à parler. C'est-à-dire que si je garde ce point rouge et que je commence à vous demander de regarder ce point rouge et de vous focaliser dessus, et de voir comment il bouge, et vraiment de vous focaliser. Et juste pendant que vous continuez à vous focaliser, c'est juste, vous allez remarquer que votre respiration, elle descend toute seule. Et plus elle descend, et plus vous vous sentez bien. Et plus vous vous sentez bien, et plus elle descend. Et vous continuez à regarder. Tu vas pas endormir toute la salle, hein? Non, pas encore. L'idée, c'est de pointer, tout est une question de focalisation. Quand vous regardez, juste en aparté, au niveau des spectacles, de temps en temps, ils font ce qu'on appelle des pré-tests. En fait, c'est de regarder. Vous allez voir que tous les pré-tests sont une question de focalisation. Les doigts, ou que ce soit les mains, c'est de focaliser votre attention. Et une fois que votre attention, elle est focalisée, une fois que, je reviens là, une fois que Bob y regarde, ce qui se passe, c'est que nous, on peut aller de l'autre côté. Et du coup, la suggestion, elle passe plus simplement. Mais faut-il avoir la confiance avec qui vous le faites. Si vous n'avez pas confiance, Bob, il lâche pas. Donc on ne peut pas le faire à n'importe qui. Mais, dans le cas d'une hypnose en thérapie, généralement, vous venez pour ça. Donc vous êtes déjà partant pour aller dans ce sens-là.
Alors, pour revenir à ce slide-là, donc là, c'est le cycle de la douleur. Donc, l'idée, c'est vraiment de se défocaliser pour pouvoir focaliser sur autre chose, et tant qu'à faire, focaliser sur quelque chose de bien, qui va vous procurer des émotions qui sont plutôt bonnes et un comportement qui va être bien. Ça, c'est bien. L'idée, c'est ça. L'hypnose et la sclérose en plaques. Alors, là où on peut intervenir, notamment, c'est sur la ponction lombaire, à titre d'exemple, par rapport à la dissociation de la douleur. Donc, on peut accompagner à ce moment-là. À l'annonce du diagnostic, ça c'est le deuxième point, sur la gestion de l'émotion. Donc, lorsque vous allez avoir le diagnostic, vous allez forcément avoir des émotions, peut-être de la colère, peut-être un déni. Vous avez potentiellement plein de choses qui peuvent arriver. Donc là-dessus, on peut vous accompagner. On peut vous accompagner sur cette acceptation, en fait, non plus le déni, d'accepter ce qui est et de faire avec. Et c'est tout un travail, en fait, de thérapie, de vous accompagner là-dessus. Et plus tôt ça va être pris en charge, et plus tôt votre projection vers le futur sera plus simple, en fait. C'est-à-dire que si vous regardez, vous êtes focalisé sur la douleur, vous n'allez voir qu'à travers la douleur. Donc plus rien n'est possible. Là, l'idée, c'est vraiment d'accompagner et de se défocaliser, je vais en parler juste après, par rapport à cette douleur pour pouvoir voir autre chose. Il y a aussi au niveau de la régression des troubles dépressifs, donc au niveau de l'anxiété, donc réduire l'angoisse, le stress, donc ça on peut en travailler, on peut travailler dessus. Donc le soutien psychologique, il peut être fait à toutes les phases en fait. Donc ça c'est assez intéressant. Et je rappelle ici que l'hypnose ne se substitue pas à la prise médicamenteuse. Donc là on est vraiment dans une démarche d'accompagnement. Ce n'est pas une solution miracle en se disant bon ben voilà c'est fini, je passe à autre chose. Là l'idée c'est vraiment un accompagnement dans le cadre de la gestion de la douleur. Mieux gérer sa fatigue. Donc là on fait un travail qui est plus sur la perception de la fatigue. C'est-à-dire que si je demande à une personne comment elle voit la fatigue, la personne d'à côté ne voit pas forcément du même regard. Parce que vous avez vos propres sens, vous avez votre propre cerveau, votre propre univers en fait. Et tout le travail de la thérapie en hypnose, c'est de comprendre comment vous fonctionnez et de jouer sur vos modélisations de votre douleur. Et la fatigue va aussi travailler sur la confiance et sur l'estime de soi. Donc c'est des travaux sur lesquels on peut vous accompagner. Et le dernier point, c'est sur la gestion et l'acceptation des symptômes. Donc ça peut être le trouble qui sont sensitifs douloureux, les picotements, fourmillements, le trouble du sommeil, troubles sexuels et vésico-sphinctériens, et limiter les effets indésirables des médicaments. Tout ça, en fait, c'est une question de comment ça s'interprète dans votre cerveau. Une fois qu'on arrive à comprendre comment ça s'interprète dans votre cerveau, l'idée, c'est de pouvoir travailler avec Alice et de pouvoir modeler quelque chose d'autre et de montrer une autre voie, un autre chemin pour accepter et pour travailler avec cette douleur. Et là, toujours dans le terme de la souffrance, il y a aussi le regard des autres. Donc le regard des autres, c'est quelque chose sur lequel on travaille aussi. Donc ça peut être le regard de comment ma famille me voit par rapport à cette souffrance, par rapport au travail. Et du coup, ça peut engendrer aussi sur vous, c'est quel jugement j'ai sur moi-même. Et donc ça va impacter automatiquement votre image, ça va impacter votre confiance et votre amour, l'amour de soi en fait. Et là-dessus, on vous accompagne aussi, toujours dans une démarche qui est vraiment thérapeutique, de travailler sur vos perceptions à vous en fait. Donc là, pour résumer, l'hypnose médicale, l'hypnose, elle va vous permettre de mobiliser d'abord vos ressources internes. Nous, extérieurement, on ne vous apporte rien. C'est vous qui allez travailler sur vous-même pour aller chercher ce que vous avez besoin à l'intérieur de vous, qui va être le meilleur médicament, entre guillemets, pour travailler sur vous. Donc ça vient toujours en complément de la médecine traditionnelle. On accompagne dans l'hypnose médicale, donc elle permet aussi d'accompagner dans toutes les phases de la sclérose en plaques. Le soutien psychologique, et ça permet de favoriser aussi l'adaptation à la douleur et à tout ce qu'il peut y avoir. Améliorer la qualité de vie en facilitant la gestion des symptômes qui étaient énumérés avant. Les médicaments
Et toujours, le traitement complémentaire, il ne se substitue pas à une prise en charge classique adaptée par rapport aux médicaments. Là, je vais vous parler un peu plus de... Toujours dans ce contrôle et focalisation, ce qu'il faut voir, c'est que quand vous avez cette douleur, une douleur, ça vous envahit. Et ensuite, ce qui se passe, c'est qu'au niveau émotion et au niveau sensation, perception interne, vous allez regarder à travers cette douleur. Et vous allez vous identifier à la douleur. On peut s'identifier à la douleur. Mais vous n'êtes pas la douleur en soi. La douleur existe, il n'y a aucun problème là-dessus. Mais là, l'objectif, c'est vraiment de regarder, de ne pas avoir cette douleur qui vous... Si vous regardez cette douleur-là et vous regardez à travers la douleur, vous allez tout voir à travers cette douleur et du coup, les perspectives d'amélioration sont plus compliquées. L'idée là, c'est vraiment c'est ce que j'écris, c'est je vois à travers ma douleur, je veux la contrôler. Elle est tellement présente qu'elle est là. L'idée, c'est vraiment à partir de se défocaliser, de prendre du recul par rapport à cette douleur-là. Et par rapport à cette douleur-là, vous allez la regarder. Ça, c'est intéressant. Et si vous focalisez dessus et vous pensez qu'à la douleur, vous allez repartir dans un processus de transe hypnotique. Et la douleur, en fait, si vous la regardez et si vous vous concentrez dessus et que vous avez mal, et vous dites « j'ai mal », vous allez avoir mal et du coup, vous allez avoir cette douleur qui s'amplifie. Là, l'idée avec la thérapie, avec l'hypnose, c'est justement de se défocaliser, mais d'avoir des suggestions qui sont plus positives. Et de travailler aussi sur ce lâcher-prise, en fait. On va parler d'autre chose que de la douleur à un moment. Et ça va vous permettre de passer à autre chose. Et se séparer de la douleur brutalement, si on vous dit, c'est un peu ce côté où on parle de déni, ça génère de la souffrance. Plus vous allez chercher à vous séparer de la douleur, plus ça va vous faire mal. Plus vous allez chercher à l'accepter, en fait, et à regarder avec la douleur, ça ne veut pas dire forcément que je suis la douleur, mais de travailler avec la douleur, vous allez avoir un effet qui est beaucoup plus bénéfique. Et ça, on peut changer ce point de vue grâce à l'hypnose, et en travaillant toujours avec Alice. Et l'idée, c'est vraiment d'être avec cette douleur et de travailler avec la douleur et non pas contre la douleur. Donc là, on est vraiment dans quelque chose où on travaille avec. Et là, c'est ce que je mets, c'est être dans le sens de la vie telle qu'elle est, et non pas à contre-courant. Plus vous allez chercher à vous dire non, elle n'existe pas, et plus vous allez avoir mal, en fait. Quel que soit le type de douleur. Donc c'est aussi s'ouvrir à la possibilité de se réinventer et de regarder autre chose et de regarder un futur qui soit différent de ce qui était passé. Alors en termes de... Donc là c'est un résumé. Ce qu'on fait généralement, donc ce que je vous explique, c'est que l'hypnose, donc ça permet de modifier la perception. Donc on va travailler sur votre perception. Donc quand vous avez typiquement une douleur, on va essayer de vous demander, en fait, on va vous demander de poser des mots dessus, de poser des mots sur cette douleur, de l'identifier, de la modéliser, et ainsi, on va pouvoir la bouger, en fait, à travers des mots, à travers des images. Si je demande à quelqu'un à quoi ressemble cette douleur, s'il devait me l'expliquer, peut-être que personne me dirait, bah moi, c'est plus une encre qui est posée, ou c'est plus une rouille, ou c'est plus... Et en fait, rien que cette image-là, on va pouvoir travailler avec. Donc l'idée, c'est de symboliser cette douleur, et en symbolisant cette douleur, vous allez lui donner un sens. Et on va travailler à partir de ça. Et c'est votre sens à vous. Et en transformant donc ce symbole, je vais transformer aussi la perception de cette douleur. Et le point qui est intéressant aussi, c'est de visualiser une visualisation mentale d'amélioration. Donc là, pendant la séance, pendant la thérapie, c'est de visualiser, donc de vous mettre dans un état qui est un état de transe provoqué, et de vous faire visualiser en fait un futur où ça se passe mieux. Ça ne veut pas dire où il n'y a plus rien, ça veut dire où vous vous sentez mieux. Et à force de travailler là-dessus, ce qu'il faut savoir, c'est que votre cerveau, en fait, il ne fait pas la différence entre ce qui est réel et ce qui est irréel. Donc, typiquement, Alice, quand Bob dort et que vous êtes dans un état de sommeil, il vous arrive de faire des beaux rêves comme des cauchemars. Et quand vous vous réveillez d'un cauchemar, généralement, votre cœur y bat, vous avez de la transpiration, vous l'avez vécu. L'hypnose, c'est quelque chose qu'on vit, en fait. C'est pour ça que c'était assez difficile. Il faut le vivre, en fait. L'hypnose, ça se vit. C'est pas juste une remémoration d'images, c'est quelque chose qu'on vit. Donc si on prend le processus et on le tourne, et on se dit, bah voilà, je vais visualiser ça et je vais le vivre,
vous allez, à force, au fur et à mesure que vous allez le vivre, vous allez l'ancrer, et plus vous allez l'ancrer, et plus ça va devenir un automatisme, et plus ça va devenir normal, en fait. Et du coup, ça va jouer sur la douleur. Et le temps n'existe pas. Le temps, en fait, c'est quelque chose qui fait partie du cerveau gauche. C'est chez Bob. Au niveau de Alice, le temps n'existe pas. Donc ce qui est passé, en fait, n'a jamais existé. Mais en même temps, vous êtes le résultat de tout ce qui est passé aujourd'hui. Et ce qu'il faut regarder, c'est qu'avec cette visualisation et avec le futur, c'est que vous pouvez changer votre futur en changeant votre présent, mais vous ne pouvez plus toucher au passé. Parce qu'il n'existe pas, en fait. Il est passé. Eh bien, voilà. Voilà, et j'ai mis cette citation de Marc Aurèle. Je vous laisse lire. Voilà. Merci. Alors, avez-vous des questions? Je vous écoute. Je voulais savoir si tout le monde était réceptif à l'hypnose, parce que j'ai fait une hypnothérapie Ouais. avec un médecin généraliste qui pratique l'hypnose. D'accord. Ça n'a pas marché du tout. Ok. J'ai vu quelqu'un d'autre en hypnose spectacle qui m'a Ouais. dit que moi, c'était pas la peine. Et que D'accord. les personnes qui prenaient des anxiolytiques et des antidépresseurs n'étaient pas réceptives du tout. Alors, je vais vous donner ma définition. Tout le monde connaît Alice. Tout le monde passe de Bob à Alice. Donc tout le monde, pour moi, peut aller dans cette transe. C'est-à-dire que si je vous demande, là, typiquement, d'imaginer un citron, en fait. Prenez un citron. Un citron, c'est jaune, généralement. Et je vais vous demander, en fait, de le visualiser chez vous, ce citron, et de commencer de regarder la texture qu'a ce citron-là. Et à travers cette texture-là, vous allez commencer à l'imaginer, et imaginez-le. Et je vais vous demander juste de vous rappeler des sensations qu'a le citron, le goût que ça a. Et une fois que vous commencez à bien vous focaliser là-dessus, vous allez voir que vous allez commencer à saliver pour une partie. Je ne sais pas si ça vous arrive, non? Parce que vous le visualisez, en fait. L'intérêt, il est là, en fait. C'est de visualiser. Là, il y a des gens qui sont très réceptifs, là-bas. Tout le monde l'est, en fait. Après, ce qu'il y a, c'est que votre Bob à vous, il a quelque chose qui le dérange, en fait, dans l'hypnose. Et votre Bob à vous, il se dit, il n'a peut-être pas confiance par rapport à ce qui se passe. Et à travers ça, tout le travail aussi du thérapeute, c'est de vous amener dans une zone de confiance et de pouvoir travailler avec vous. Et plus vous allez avoir confiance, et plus vous allez lâcher, et donc vous allez pouvoir entrer dans ce domaine-là. Si vous ne souhaitez pas, vous n'allez pas rentrer dedans. Mais par contre, si vous cherchez à rentrer dedans, absolument, des fois, ça ne marche pas non plus. Il faut vraiment qu'il y ait un dialogue avec le thérapeute ou avec la personne qui va vous hypnotiser pour pouvoir vous emmener dans ce domaine-là. Donc je pourrais réessayer. Ah, tout à fait. Oui. Moi, je vous invite en tout cas à essayer. Le résultat, vous le saurez vous-même. D'autres questions? Ouais. D'après ce que j'ai compris, en faisant des séances d'hypnose, Oui. il faut en faire plusieurs pour pouvoir être réceptif justement à la douleur, à l'antidouleur, on dirait. Et disons que je me brûle les mains, je sais faire une séance pour ne plus me focaliser sur la brûlure. Bon. Oui. Voilà. À chaque nouvelle douleur, il faut une nouvelle séance ou Alors, il y a deux questions dans votre question. La première, c'est... Non, il n'y a pas de souci. La première, c'est pour être suggestible ou pas, il ne vous faut pas plusieurs séances. Ça, en 5 minutes, on va savoir votre niveau et quelle méthode... Alors, quelle méthode on va utiliser pour vous amener en transe. Alors, il y a des gens qui aiment bien les transes qu'on appelle... les inductions qui sont rapides, un peu comme celles qui sont faites en spectacle, et puis vous partez. D'autres personnes, ça prend un quart d'heure. D'autres, ça prend 20 minutes. D'autres, ça prend 1 heure. Chacun, en fait, on s'adapte à la personne. Et par rapport à la brûlure, quand vous avez une douleur, l'idée, en fait, de l'hypnose et de l'hypnothérapie, c'est que moi, l'intérêt, c'est pas que vous veniez toutes les 5 minutes. L'intérêt, c'est de vous donner un outil qui vous permet, vous, de gérer votre perception. Donc, au fur et à mesure, vous allez prendre ce niveau de connaissance de l'hypnose et vous allez vous l'appliquer à vous-même. C'est-à-dire que quand vous avez typiquement une brûlure, la brûlure chez vous, ça vous fait penser à quoi? Ok. Et le feu, c'est quoi? Ça a quelle forme, le feu, pour vous? des flammes. D'accord. C'est quelle couleur?
D'accord. Et là-dessus, on va commencer à travailler par rapport à votre douleur, en fait. Mais cette définition que vous me donnez là, c'est la vôtre. Si je peux demander à quelqu'un d'autre, il aura peut-être une autre image. Le mot n'est pas la chose. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je vais demander penser à un arbre, il y en a qui vont penser à un sapin, l'autre il va penser à un chêne et tout ça. L'idée là, c'est vraiment de s'adapter à chacun. Et par rapport à la douleur, donc, on va travailler dessus. Alors dans les douleurs chroniques, on va les chercher beaucoup plus en termes d'émotion et de savoir qu'est-ce qu'il y a derrière, quel est le message qui est véhiculé aussi derrière. On considère qu'il y a un message à chaque fois qui est véhiculé. Et l'idée, c'est d'ouvrir ce petit message, comme si c'était une lettre, et de regarder quelle est l'information qui est demandée, qui est donnée. Est-ce que c'est plus clair ou pas? Ça n'a pas l'air. Non, parce que... Alors, continue. Si vous voulez, moi, on a une douleur. Oui. Que ce soit la douleur. Je viens vous voir une séance. Oui. Ou quelque chose, il faut qu'on ait une séance, et si j'ai une douleur, là j'ai une douleur et après j'ai une coupure, est-ce que ça va marcher pareil, ou est-ce qu'on va venir pour cette douleur, je vais vous décrire oui. La douleur de la brûlure. Oui. Est-ce que si j'ai une autre douleur qui apparaît, on revient pour redécrire une autre douleur? Oui. C'est ça, exactement. L'idée, en fait, derrière, c'est que la question, c'est, si vous avez une douleur, c'est vous donner l'outil pour gérer cette douleur-là. Vous avez un autre type de douleur, et ben vous allez revenir, mais le principe est le même, en fait. D'accord. Ok? Mais par contre, au début, c'est mieux de se faire accompagner. Parce que quand vous avez mal, Bob, il est focalisé dessus, et pendant ce temps-là, il a du mal à être focalisé dessus et d'entendre d'autres suggestions que ça fait mal. Et donc, lui, il amplifie le truc. Donc, quand vous êtes accompagné, là, l'autre personne, elle va vous guider, non plus sur la douleur, ou peut-être sur la douleur, en fonction de ce qu'elle a décidé de faire, mais ça va être adapté à votre profil, en fait. C'est vraiment une hypnose qui s'adapte vraiment au patient. D'accord, donc le fait, quand on va venir voir un hypnotiseur, c'est pour après pouvoir pratiquer l'auto. Bien sûr. Pour moi, en tout cas, la vocation et l'idée, c'est vraiment de vous donner des outils qui vous permettent de le faire. Des outils qui vous permettent de vous réfléchir différemment et voir les choses différemment. Et une fois que vous allez voir les choses différemment, ça va monter au conscient. Et du coup, au bout d'un moment, ça devient un automatisme. En fait, Alice, en fait, elle a une partie qui est aussi automatisme, qui va à chaque fois, typiquement quand vous conduisez, la première fois que vous avez appris à conduire, ou autre chose, Bob, il est super actif. C'est-à-dire qu'entre la boîte de vitesse, les pédales, le volant, le feu rouge, le machin, il est en hyperactivité, lui, il est en panique. Mais au fur et à mesure, vous avez remarqué qu'au bout d'un moment, aujourd'hui, si on vous demande de conduire, vous allez conduire de manière automatique. Vous ne vous posez plus la question, elle est où la première, la seconde, la boîte de vitesse, vous le faites de manière automatique. Donc ça, au bout d'un moment, quand vous pratiquez, ça passe dans la zone chez Alice, et Alice, elle gère, elle lance le truc, et c'est devenu un automatisme. Donc plus vous allez pratiquer, et plus ça va devenir une habitude, et plus ça devient une habitude, moins vous vous posez de questions, puisque quand vous posez de questions, vous demandez à Bob, et Bob, lui, il n'a pas que ça à faire, donc du coup, il prend du temps. Et en fait, l'idée, c'est vraiment d'avoir un automatisme pour gérer la douleur différemment, et d'ouvrir d'autres possibilités. Voilà. D'autres questions? Allez-y, je laisse... En fait, c'est juste pour savoir où est-ce qu'on pour trouver quelqu'un qui exerce... Alors, pour l'hypnose, en fait, vous allez regarder aujourd'hui il y a beaucoup de cabinets d'hypnose qui existent. Il y a des cabinets, il y a des médecins qui pratiquent l'hypnose de plus en plus. Il y a des hypnothérapeutes de plus en plus. Vous pouvez regarder tout simplement sur Internet et regarder s'il est associé à une fédération, généralement, d'hypnose médicale ou en thérapie. Moi, c'est assez basique. Ouais. C'est combien C'est combien quoi? financièrement? Ça dépend. Non, mais une visite, je viens de voir. Ça dépend, en fait. Si vous êtes à New York, ça peut monter à je ne sais pas combien. Vous êtes à votre cabinet à côté. Moi, je suis sur Paris. Soit Oui. pas à Paris. Le loyer est plus cher. Non, ça dépend. Je ne saurais pas vous dire. Vous pouvez avoir 50 €, 60 €, 70 €, 100 €, 120, 150. Après, ça dépend. C'est en général 100 € à peu près. Ouais, il faut compter une centaine d'euros. Ça commence à 50 €, 60 € et ça peut monter. Merci.
Eh ben non. Vous pouvez éveiller. Vous pouvez rêver, éveiller. Ça dépend pourquoi. Ça, c'est autre chose. Vous dormez parce que vous êtes fatigué et que ça vous recharge. Mais c'est pas ça qui vous fait un rêve. À l'école, ça arrive souvent, et moi j'en faisais partie, des gamins, le prof il parle, et au bout d'un moment il me sature, et je pars. Je dors pas. Mais je suis là à l'écouter, mais je l'écoute pas. Mais je suis plus en train de me dire, ah bah tout à l'heure il faut que j'aille faire ça. Je pars dans mon rêve. Est-ce que l'hypnose peut... Alors j'ai pas entendu, pardon. Ah, mais la problématique, elle est différente. Vous, du moins vous, je sais pas. La question, c'est est-ce qu'on peut dormir avec l'hypnose ? La question numéro 1, c'est est-ce que c'est l'objectif de dormir ? Non, mais qu'est-ce que vous voulez faire ? Dormir ? Donc ça, c'est plus précis. Vous voulez récupérer. Ok. L'hypnose va vous aider à récupérer. Si c'est votre objectif, on va travailler là-dessus. Après, c'est de travailler sur comment vous allez récupérer. Vous allez récupérer. Aujourd'hui, en fait, il y a des études qui montrent que quand vous êtes en état d'hypnose, vous êtes relâché déjà. Et rien que ce truc-là d'être relâché au niveau musculaire et tout, déjà, ça vous déstresse un minimum. Et vous récupérez beaucoup plus facilement après une séance d'hypnose. Et vous avez l'impression, quand vous faites une séance d'hypnose, je peux vous endormir, entre guillemets, même pas endormir, parce que c'est pas le bon terme, vous mettre en état d'hypnose et parler avec Alice et lui dire, bah voilà, chaque minute, ça va durer, c'est comme si vous faisiez 1 heure de sommeil. Et ben, au bout de 3 minutes, vous avez fait 3 heures de sommeil. C'est ce qui est utilisé aussi dans l'aviation, au niveau des astronautes, pour récupérer beaucoup plus facilement. Donc c'est des techniques. Et c'est aussi de la préparation mentale. C'est pas on arrive, tac, on le fait. Ça se travaille. Mais on peut y arriver. Une autre question ? Oui ? Alors, j'ai 2 questions. La première. Alors, la première, en fait, c'est comment faire, étant donné que c'est un coût et qu'on n'a pas D'accord. et que c'est pas remboursé par la sécurité sociale. Pas encore. Donc, vous voyez bien que c'est un budget qu'on ne peut pas forcément se permettre les enfants. Qu'est-ce qu'il y a, monsieur Soisson? Qu'est-ce que j'ai dit encore? C'est Bobès, mais il faut essayer de trouver un médecin qui fasse de l'hypnose et qui Oui. accepte de le faire en tant qu'aide médicale. Mettez-y-vous. Mais ça, ils s'y mettent de plus en plus. Quand je serai mieux. Peut-on du coup, si c'est entre guillemets si facile que ça... Qu'est-ce qui est facile ? Non, parce que là, Bob, il est en train de parler en même temps. Se concentrer sur soi et en fait, qu'on est sur notre propre... Autonomie ? Voilà, notre propre hypnotiseur guidé par quelqu'un. Ouais, ok. Et si à côté de ça, cette maladie, quelque part, elle est auto-immunitaire. Oui. Il suffit de se dire, comme pour les lois de l'attraction, je veux guérir mes cellules. On sera plus malade, qu'est-ce qu'il y a? Non, l'éviter, ça marche pas. C'est pas de l'éviter. Ben si, non, l'éviter au sens Ah, loi de l'attraction. Vous voyez ce que Un double sens. Je note. Là, le thème, en fait, le thème là que j'indiquais, c'était de soulager. J'ai pas indiqué guérir. Votre question, c'est de guérir. Moi, je suis pas un guérisseur. Je suis pas du tout guérisseur. Non, mais je vous le dis en fait En fait, moi, j'ai pas de don, j'ai pas tout ça en fait. J'ai juste des techniques qui permettent d'accompagner et de soulager. Est-ce que vous croyez que c'est possible? Ma question, c'est pas moi qui dois croire, c'est vous qui devez croire. Alors, si j'y crois, Mais il faut y croire vraiment. voir quelqu'un Faut et y- qu'il arrive à convaincre, mais c'est nul. Non, c'est ça que vous comprenez pas. C'est que c'est pas le thérapeute qui vous convainc de quoi que ce soit. C'est vous en fait. C'est-à-dire que toute hypnose est d'abord auto-hypnose. D'accord, mais alors, par exemple, auto-hypnose, est-ce que c'est possible que j'arrive à ça? On essaye de prendre des luttes. En fait, c'est ça, c'est que je pense qu'il n'y a pas d'études aujourd'hui. C'est pas très cadré tout ça, en fait. Voilà. C'est comme ça, ça relève, c'est juste un conduit. Parfois, ça va mieux, en fait, ça va. Oui. Je vais à jour, tout ça. C'est lourd. Lourdes. J'entends qu'il faut aller à Lourdes.
Mais Ça calmer la douleur, là, je pense que c'est la question. Bah, c'était le sujet de... elle n'a pas un micro? Oui. Un miracle, Oui. c'est un travail. Pour le... En fait, c'est... Vous, la question, c'est est-ce que ça guérit? C'est quoi alors? Du coup, j'ai pas entendu. S'il vous plaît. Étant donné que c'est une maladie auto-immune et que c'est soi-même et que c'est nos cellules qui se retournent contre nous, Ok. est-ce que quelque part, comme pour la loi de l'attraction, le yoga, la méditation, des choses comme ça, est-ce qu'il est possible, par l'hypnose, là je parle plus de la douleur, D'accord. pas de réponse, Bah, la question, c'est... des questions. Non, mais la question, moi, ce que je vous invite, en fait, c'est à y croire, en fait. Ouais. D'accord. Parce qu'en fait, tout le départ... Non, au contraire, ça suffit, en fait. Toute la différence, elle est là. C'est que si vous avez cette croyance, vous allez aller vers ce chemin-là, en fait. D'accord, mais alors... Mais c'est votre croyance. Vous voyez, tout ce que vous avez expliqué, j'entends les gens derrière moi, c'est pareil. Du coup, il faut qu'on soit dans une certaine positivité. Alors, Le stress, les gamins, le machin, la fatigue et tout. Comment on fait pour se concentrer? Parce que moi, j'arrive pas à faire mon yoga dans ces cas-là. vous êtes d'accord que l'état présent, ça pose un problème? L'état? Présent dans lequel vous êtes, ça pose un problème. Bah ouais, sinon... Ok, on est d'accord. Ce que vous cherchez, c'est un état qu'on appelle désir et vous voulez autre chose. Ben, il faut au moins regarder ce truc-là. Si vous ne regardez pas ça, vous restez dans votre état présent. Mais si vous venez me voir, c'est parce que vous voulez changer quelque chose. Donc vous faites la démarche de me voir. Je ne vais pas aller vous voir, en fait. Oui, mais si les gens me disent... Non, mais de toute façon... Les gens, c'est qui les gens? Les hypnotiseurs, s'ils arrivent à me convaincre de ça, je veux bien essayer d'économiser pour y aller. Mais si de toute façon c'est peine perdue, je n'irai pas. Le problème, c'est l'argent ou c'est la croyance? C'est pas pareil, en fait. Donc si vous avez accès à l'argent, vous pouvez y aller. C'est ce que vous dites. C'est pas une question d'argent. Moi, ce que j'entends, c'est que vous avez envie d'essayer, mais que vous ne pouvez pas. On est d'accord? La question, elle est là, en fait. C'est plus ça, en fait. C'est que vous avez envie d'essayer, mais que vous ne pouvez pas. Moi je suis sûre que c'est possible. Donc vous le savez, en fait. Donc vous avez déjà répondu à votre question. Vous avez déjà répondu à votre question. Donc le problème, il est... C'est? Qu'est-ce qui n'est pas prouvé? C'est pas prouvé tant que ça n'a pas été démontré. Mais bah, Milton Erickson était un cobaye. Donc après, dans l'hypnose, il y a des... Oui, juste par rapport à... Il y a des formations qui sont données en ligne sur l'hypnose, sur l'auto-hypnose. Aujourd'hui, sur Internet, sur YouTube, vous avez accès à l'information. Ce n'est pas quelque chose qui n'existe pas. Et comme le disait le docteur Soisson, vous avez aussi des médecins qui font de plus en plus de l'hypnose. Le médecin est remboursé, il y a des médecins qui font les deux. Donc il faut aller sur cette voie-là. Et pour donner encore plus accès à ce genre de choses, justement, Hicham, comme d'autres hypnothérapeutes, font des vidéos. Et Oui. Hicham, on sera amené à faire des vidéos justement gratuitement pour donner ce genre de choses. Ouais. J'avais une autre question. En fait, c'est un complément d'information. S'il vous plaît. Oui, je crois que c'est pour vous. Pour vous, madame. Moi, je n'ai pas mis. Vous n'avez pas de questions par hasard? Non? Ok. Pour ajouter un complément de réponse. C'était juste pour ajouter un complément de réponse. Je comprends votre scepticisme et puis votre inquiétude. Moi, ce que je peux vous encourager, c'est d'aller voir des personnes qui sont en lien aussi avec le monde médical, des hypnothérapeutes qui sont en lien avec eux, qui sont expérimentés. Parce que le succès, là, ça va être vraiment, comme le disait monsieur, c'est vraiment de s'adapter à la personne. Et donc d'aller voir quelqu'un qui vous est recommandé par votre médecin ou qui justement a cette expérience et puis qui pourra s'adapter à vous et aussi à vos résistances. Tout à fait. Vous avez d'autres questions? Oui? C'est une réponse. Moi, je suis un cas
un petit peu particulier, si on veut dire. J'ai une sclérose en plaques depuis bientôt 30 ans. J'ai eu en 99 une ablation d'un sein avec un cancer fulgurant. J'en ai eu un en 2014. Et je prends un petit peu tout ce qui vient, comme l'hypnose, je ne connaissais pas. D'accord. La sophrologie, les choses très, très naturelles, très dépendantes. Et ma philosophie est un petit peu, quand la nouvelle a dit elle me tombe dessus, je dis, voilà, elle aura du mal à vivre avec moi. Et jusque-là, je dis, j'avance. Très bien. J'avance et je continue à avancer. Ouais. Je pense qu'il faut prendre ce genre de situation, d'hypnose, de sophrologie, de tout ce qui peut nous détendre en fait la tête et nous mettre ailleurs que dans la maladie, la souffrance, la douleur. Voilà. C'est de regarder ailleurs. Merci. D'autres questions? Même les plus farfelus, vous pouvez y aller. C'est ouvert. Pas d'autres questions? Si, allez-y. D'autres questions? Je voulais juste comprendre un peu comment ça marche, la dissociation de la douleur. Comment on fait pour dissocier? Ouais. La douleur ou quoi? Vous voulez dissocier quoi? Je sais pas, vous avez parlé à l'hôpital, par exemple, voilà, quand il y a des opérations, des choses comme ça, je sais qu'on peut éteindre la douleur ou comment ça se passe en fait? Il y a des... Alors en hypnose, il y a des protocoles qui vous permettent d'arriver à ce niveau-là. L'idée, en fait, de cette dissociation, en fait, tout est dit dans le mot. Et ensuite, c'est nous, en tant qu'hypnothérapeute ou dans l'hypnose médicale, l'idée, c'est de vous emmener avec Alice, ne serait-ce que... Alors, un exemple qui va être simple, plutôt concret, c'est... est-ce que quand vous avez quelque chose qui est dissocié, en fait, c'est identifié extérieurement. Ça, vous pouvez le faire très facilement quand vous avez... quand il y a quelque chose qui vous arrive. Par exemple, vous avez... qu'est-ce qui peut vous arriver une émotion qui est très forte. Vous pouvez vous dissocier très facilement en regardant ce qui arrive. Déjà, le fait de ne plus dire « je suis », vous allez regarder, c'est comme si je le subis. Et en fait, ce que vous allez faire, c'est que vous allez laisser ce qu'il y a à regarder, par exemple, et vous allez regarder ce qui se passe. Et vous allez dire « il ». Et vous vous dissociez déjà. Rien que par le langage, vous vous dissociez en fait. Vous n'êtes plus associé à cette problématique. Par exemple, je prends le cas d'un joueur de football qui joue au football. Il est footballeur professionnel. Il a une rupture, il tombe au foot, je ne sais pas ce qu'il arrive, il a un problème. Et bien pour lui, sa vie est finie. Parce qu'il est footballeur. Il ne sait faire que ça. Mais en fait, si on regarde bien les choses, il est autre chose que footballeur. Il est aussi... il peut être peintre, il peut être cuisinier, il peut faire ce qu'il veut. Le football, c'est la pratique du football qui est finie pour lui. Mais ça ne veut pas dire que sa vie est finie. Si vous vous identifiez à la problématique du football, vous vous dites, voilà, moi en tant que footballeur, c'est fini, je ne peux plus rien faire, c'est fini, il y a tout ça, la vie, c'est là, moi, Bob, il est en train d'y aller là. Et en fait, ce qui se passe, c'est que vous êtes associé à cette problématique-là. Si vous vous dites, le football, c'est plus pour moi, ok, qu'est-ce que je peux faire? Je peux faire ça. Et regardez ce qu'il y a là-bas. Et du coup, vous regardez ailleurs. Après, à vous de regarder si vous voulez faire du badminton ou faire de la couture. Vous faites ce que vous voulez. Mais vous dissociez du football. La problématique, elle est plus... Et c'est la même chose avec l'alcool. C'est-à-dire que je suis alcoolique. Non, vous avez un comportement qui est addictif à l'alcool. C'est le comportement qui est addictif. Ce n'est pas vous qui êtes alcoolique. Si vous êtes alcoolique depuis que vous êtes né, il y a un vrai problème. Et en fait, c'est toute cette association on appelle ça un écrasement. C'est-à-dire que moi, au niveau de l'identité, je considère que mon comportement, c'est mon identité. Moi, je suis colérique. Non, je ne suis pas colérique. Il y a une émotion qui est la colère, qui de temps en temps, je la prends, de temps en temps, je ne la prends pas, mais je ne suis pas colérique. Alors que des fois, vous allez dire, un tel, il est colérique. Et lui, à force de l'entendre, il se dit, je suis colérique. Et après, il se définit par cette émotion-là, alors qu'il est tout sauf une émotion. Il faut juste remettre les choses à leur place. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas colérique. Et c'est pour ça que, souvent, toutes les phrases qui commencent par « je suis », généralement, ça sent pas bon, honnêtement. À chaque fois, « je suis malade », ok, c'est parti, on y va. Non, on va parler de la maladie. Je suis... Non. En fait, si vous arrivez déjà à transformer le « je suis » par « j'ai », c'est déjà pas mal, en fait. Vous faites de la dissociation naturellement.
Et vous vous posez plus ces questions. Et plus vous allez avoir cette habitude de langage, et moins vous allez tomber dans le panneau de je suis malade, donc laisse-moi tranquille, donc nanani. Non, j'ai cette maladie-là, ok, est-ce que tu peux faire ça? Ouais, pourquoi pas. Alors que si vous êtes dedans, vous allez regarder à travers la maladie et vous allez vous dire ah bah ouais, bah non, je suis malade, je peux pas, bah non, je suis malade, bah non, je suis alcoolique, je peux pas, donc non, j'ai pas le droit, non. Non, en fait, il faut vous dissocier. Je sais pas si c'est clair. Ok. D'autres questions? Il faut quand même l'accepter. Si on ne peut plus faire de football, Oui. il faut quand même accepter. Je voulais. Comment on fait? Si, la question, c'est si on ne peut plus faire de football, il faut l'accepter. Oui, comment on fait? Alors, la première réponse, c'est oui, il faut l'accepter. Et la deuxième, c'est qu'il faut l'accueillir, en fait. La différence entre accepter et accueillir. Accepter, c'est une fatalité. C'est comme ça, j'ai pas le choix. Accueillir, c'est vous allez chercher qu'est-ce qu'il y a derrière ça. Et accueillir, il y a une tendresse avec ça, en fait. Et là, vous changez de perception, en fait. Vous n'êtes plus dans quelque chose que vous subissez et vous êtes passif. C'est OK, ça m'arrive, c'est un fait, en fait. Plus vous allez chercher à vous séparer de ce qui est, bah, je suis plus footballeur, le football, c'est plus pour moi. Plus vous allez chercher à vous séparer, plus vous allez avoir mal. C'est ce que je disais, la souffrance, elle naît aussi de la séparation. Tout ce que vous cherchez à faire, généralement, c'est à fusionner, à être unifié et à être aimé, en fait, au fond. Et dès qu'on vous enlève ça, le football, par exemple, pour ne pas parler d'autre chose, eh ben, en fait, il faut l'accepter. Mais vous allez l'accepter aussi parce que vous le lâchez. Et quand vous le lâchez, vous allez voir, en fait, c'est le même principe qu'on en parlait il n'y a pas très longtemps, juste une petite image. C'est, vous avez, alors je ne sais plus, c'est en Afrique ou c'est en Asie, vous avez des singes qui sont dans des jungles. Et en fait, ce que font les chasseurs pour les attraper, c'est qu'ils mettent une banane dans une petite boîte. Et en fait, la banane fait que si vous rentrez votre main et le singe prend la banane, il ne peut plus ressortir sa main. Donc il est bloqué, en fait. Le seul moyen, en fait, pour qu'il sorte sa main, c'est de lâcher. Mais il est tellement focalisé sur cette banane et se dire, bah voilà, c'est tout, je la veux absolument, c'est à moi, que, bah, en fait, il reste bloqué, en fait, là-dedans. Et tout le travail, en fait, c'est de se dire, bah lâchez la banane, en fait. Il n'y a pas que des bananes dans la vie, il y a des pêches. Donc l'idée, la philosophie, c'est ça, en fait. Donc il faut accepter, il faut l'accueillir en se disant, bah, quand je lâche ça, il y a autre chose qui potentiellement peut m'arriver. Mais tant que mon regard... En fait, c'est ce que je dis des fois, c'est que vous voulez marcher là. Pour marcher, vous regardez tout droit. Si vous marchez comme ça, au bout d'un moment, vous allez vous planter. Donc, arrêtez de regarder le passé. Ce qui est passé, n'existe plus. Regardez devant et regardez où vous marchez. Et en fait, c'est prendre conscience de ce qui se passe maintenant pour transformer son futur. Si vous regardez le passé, donc vous ne lâchez pas le passé, parce que ce qu'il y a qui est sous-entendu derrière, c'est « avant, moi, je pouvais faire ça. Aujourd'hui, je ne peux plus le faire. » C'est vrai. Vous ne pouvez plus le faire. Eh bien, c'est vrai. Mais vous pouvez le plus faire. C'est ça. Mais parce que vous ne le lâchez pas. Mais au-delà de ça, en fait, ce qui est super intéressant, c'est que vous soyez malade ou pas malade, ou que vous ayez une maladie, pardon, je me reprends, ou que ce soit autre chose, ce qui est important, c'est que chaque minute que vous vivez est différente, et la minute d'avant est morte, c'est fini. On ne peut plus y retourner. Donc plus vous allez chercher à rester scotché sur ce qui s'est passé avant, plus vous allez rester ancré dans le passé, qui n'existe pas. Donc vous n'avancez pas. L'idée, c'est vraiment de se dire, chaque minute qui passe, c'est fini. Plus vous allez chercher à capter le truc en disant bah, « je reste là », vous n'avancez pas. Vous ne pouvez pas avancer et rester là. Il faut faire un choix à un moment. Et ne pas avancer, c'est vous enlever plein de possibilités. Les possibilités, c'est aujourd'hui... Alors, j'ai bien pris conscience qu'il y a la douleur, qu'il y a une douleur chronique, il y a autre chose. Il y a tout ça, c'est vrai. Mon objectif à moi, c'est de vous dire qu'il y a autre chose. Je ne vous dis pas que la douleur n'existe pas, je ne vous dis pas que ça fait pas mal, j'en sais rien. C'est vous, en fait, qui êtes dedans. Mais ce que je vous dis, c'est qu'il n'y a pas que ça. Ça, j'en suis sûr, en fait. Il n'y a pas que ça. Vous pouvez faire autre chose. Et plus vous allez ressasser ça, c'est comme les histoires de deuil, en fait. Plus vous allez y penser, plus ça va vous faire mal, parce qu'il y a une charge émotionnelle qui est en dessous. Parce qu'avant, je pouvais faire du foot, je ne peux plus faire de foot. Bah ouais, c'est chiant.
Mais le travail de la thérapie, c'est justement d'enlever cette charge émotionnelle qui est liée au foot, parce que le foot, ça vous procurait du plaisir, avec tout ce qui va comme dopamine, comme adrénaline et tout ça. Et en fait, là, l'idée, c'est de dire, bah, ça y est, c'est fini, en fait. Mais en fait, ce qui vous file cette joie et ce truc, c'est d'y penser. Mais en y pensant, vous faites du mal. Si vous laissez tomber ça et que vous dites, bah, maintenant, je m'occupe de ça, et ben du coup, vous n'y pensez pas. Et chaque jour, vous allez ne plus y penser en pensant à quelque chose. Moi, je vous donne un exemple, mais ça va peut-être vous faire rire. J'ai mon fils qui fait de la trottinette. Alors lui, il fait de la trottinette. Alors quand il a commencé à faire de la trottinette, il en a fait très tôt, il avait 2-3 ans. Là, il a une quinzaine d'années et il fait que ça. D'ailleurs, c'est un problème. Et l'idée, en fait, c'est qu'en faisant la trottinette, la première fois, c'est qu'il faisait la trottinette, j'étais derrière lui, il tombe, il se fait mal. Il se fait mal, bobo. Alors moi, du coup, je me dis, bah, c'est rien. Mais en fait, c'est super grave pour lui. Si je ne me mets pas à sa place, en fait, j'arrive pas à dialoguer avec lui. Donc c'est super grave. Donc je regarde son bobo. Et en fait, il est dans une émotion, donc il est dans une transe. Et il est à fond dedans. Donc il est vraiment concentré. Il a vraiment très mal, très peur. Il y a plein de choses qui lui arrivent. Et l'idée, c'est que, bah, ce que font souvent les parents, c'est que, bah, voilà, j'ai un pansement qui est magique. Regarde le pansement. Avec ce pansement, tu n'auras plus mal. Donc ça va te libérer. Je te le colle. Et une fois qu'il est collé, et ben comme par magie, en fait, il a plus mal. La douleur, elle est toujours là. Sauf que moi, il est en train de se dire, le pansement de papa, il est magique, il n'y a plus de douleur. Il n'y a plus de douleur, ça m'envoie des trucs qui sont bien. Et ben du coup, il me le colle. Et une fois qu'il me le colle, et ben je me dis, ah bah c'est cool, ça marche. Mais si je le focalise sur la douleur, oh là, tu t'es fait mal, je te l'avais dit, oh là là, nanani, nanana, regarde comment ça saigne et tout ça, je suis en train de l'amplifier. Là, l'idée, c'est de lui dire, ben non, regarde ça, avec ça. Mais quand je lui dis regarde ça, je lui dis pas regarde, je lui dis ne regarde plus ta douleur, je lui dis regarde ce qui va bien. Et je le colle, et une fois qu'il est collé, bah, il marche avec. Et je lui dis d'ailleurs, pardon ? Oui, quand on est grand, eh ben il vient voir un thérapeute. Non, mais du coup c'est... Ouais. Alors, je vais vous dire un truc qui est super intéressant, et merci pour cette question. Ce qu'il faut savoir, c'est que Alice, qui était à droite là, Alice, elle a 7 ans. Mais elle a 7 ans pour tout le monde, en fait. Ok ? C'est-à-dire que on a tous des âges qui sont différents, mais en fait, il y a, à l'intérieur, on est tous des gamins. Et comme disait Smaïn, avec le prix des jouets qui change. Mais on reste des gamins, en fait. Donc l'idée, en fait, c'est vraiment de se dire, Alice, elle a 7 ans, tout le monde a 7 ans. C'est-à-dire que, je vous prends un cas, si je vous mets devant une situation qui est stressante, vous n'allez pas me dire, bah, j'ai tel âge. Non, 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 vous n'avez pas d'âge. Le temps, il était de ce côté-là, il était avec Bob. Le temps chez Alice, il n'y en a pas, en fait. Vous n'avez pas d'âge. Donc du coup, tout est possible, en fait, chez Alice. Donc il n'y a pas de « ça c'est impossible, ça c'est… » Non, Alice, vous lui dites, dans votre rêve généralement, moi ça m'arrive souvent, c'est un coup je me trouve dans le désert, j'ouvre une porte et je me trouve dans ma salle de bain. Ça pose pas de problème à Alice. Bob, il est un peu plus, il dit voilà, tu déconnes, c'est pas clair. Mais l'idée c'est que, au fond, Alice, elle s'en tape en fait, elle s'en fout. Hein. Elle est ok, elle est dans son monde, tout est possible. Donc il n'y a pas de problème. Alice, en fait, est plus présente quand c'est enfant. Alice, elle est tout le temps là. Présente tout le temps pour tout le monde, Ouais. et plus pour les enfants. Non. Du moins, non, je vais rectifier. Bob, il prend... En fait, plus vous allez grandir, et plus Bob, il va grandir. Mais Alice, elle a toujours le même âge. C'est pour ça qu'en hypnose, on parle directement avec Alice. Parce que Bob, quand il va nous parler de sa problématique pendant 1 heure, eh ben, moi, il m'endort au bout d'un moment. Parce que du coup, ce qu'il fait, c'est qu'il est en train de charger mon Bob à moi. Et au bout d'un moment, je suis comme ça, et je le regarde et je me dis, bon, il va falloir que j'y aille. Parce qu'en fait, ce qui m'intéresse quand vous êtes dans un cabinet, ce qui est intéressant, c'est de savoir comment vous voyez les choses. C'est comment Alice, elle voit. Quand Bob, il est en train de dire « Ah bah j'ai fait ci, il m'est arrivé ça, je suis sauté de là, je suis tombé dans le truc, ah, il y avait une pierre, et la pierre était angulaire, et puis je l'ai trébuché, mais avant de trébucher, je m'en fous en fait. Ce qui m'intéresse, c'est à l'intérieur comment ça se passe. Moi, je veux parler à Alice. Et du coup, ce qu'on fait en hypnose, c'est que on le fait descendre Bob, on l'accompagne, hein, on parle un petit peu avec lui, ok, il n'y a pas de problème. Et d'ailleurs, une des techniques pour calmer Bob, c'est la saturation. C'est-à-dire que quand quelqu'un vous parle ta, vous décrochez.
Vous n'avez pas besoin de chercher à comprendre. C'est vous décrochez. Quand vous regardez une émission qui vous saoule, bah vous décrochez. Quand un prof vous parle et vous saoule, vous décrochez. Il y en a plein qui décrochent là. Et du coup, et l'idée en fait, c'est que vous allez le saturer. Et Bob, quand il est saturé, il décroche. Et ben du coup, vous parlez avec Alice. Bob, soit vous allez le saturer, soit vous allez le focaliser sur un truc. Allez, tiens, va jouer. Et puis Bob, il va y aller. Et puis du coup, je peux parler avec Alice. Ou la troisième, c'est la confusion. Quand c'est pas clair pour Bob, qui est très analytique, si je commence à lui partir dans des calculs et je commence à lui faire plein de choses dans sa tête, un calcul pendant qu'il est en train de calculer, de lui faire claquer les doigts et en même temps de commencer à chanter, c'est compliqué pour Bob. Bob, il gère pas beaucoup d'infos à la minute. Entre 5 et 7 éléments, il peut gérer maximum. Si je vous demande de réfléchir d'apprendre tous les noms de la salle, là, c'est impossible. Le seul moyen d'apprendre tous les noms de la salle, d'ailleurs, je fais une petite parenthèse, c'est d'associer la partie analytique, Bob, avec Alice. C'est-à-dire que chaque visage, je vais me l'adapter en me disant, bah tiens, un tel, il me fait penser à un tel. Ok, donc c'est une image. Donc du coup, je peux mettre son nom. Un tel, ok. Et c'est comme ça, en fait, c'est par image. Mais c'est Alice qui fait le boulot, c'est pas le Bob. Donc Bob, il est vieux. Et Bob, il est grinchon. Mais Bob, on en a besoin de temps en temps. Parce que du coup, je suis en train de tailler Bob, mais Bob, il fait quand même du bon boulot. Bob, ce qu'il fait comme bon boulot, c'est que des fois, Alice, elle pleure. Je prends Alice. Elle pleure, elle a des excès d'émotions. Et quand elle a des excès d'émotions, eh ben heureusement que Bob, il est là pour rationaliser et dire... Par exemple, cas typique, je viens à Orléans. Orléans, je connais une personne, je ne veux pas la voir. Il y a une personne que j'aime pas à Orléans. Il y a une personne que j'aime pas à Orléans. Eh ben, qu'est-ce qui se passe dans ma tête? Eh ben, Orléans, je me dis, bon, bah, je dois aller à Orléans. Oh, faut pas que je la croise. Vous avez vu comment c'est grand Orléans? Votre cerveau, Alice, elle peut partir en vrille, toute seule. C'est-à-dire qu'elle peut se dire, eh ben, pour aller à Orléans, je l'enlève de ma carte parce que du coup, il y a 7 personnes, il ne faut pas que je la voie. Non, je ne vais pas y aller. Heureusement que Bob, il dit, ouais, mais attends, Orléans, il y a tant de personnes, tu vas dans ce quartier-là, il calme quand même l'histoire. Donc on a besoin des deux. Il n'y a pas Bob, il est bien, Alice, elle n'est pas bien, ou truc comme ça. L'idée, on a besoin des deux, et heureusement que Bob est là, et heureusement qu'Alice est là. C'est comme ça qu'on fonctionne. D'autres questions? Ou ça y est, je vous ai endormi. Ok. Eh bien, merci beaucoup.